Alors, sommes-nous vraiment des citoyens? Alors, ce mot-là, citoyen, il paraît évident aujourd'hui. Moi, je sais que chez mes étudiants, en général, si on me pose la question, on répond, être citoyen, c'est voter. Et puis, à un deuxième niveau un peu plus profond, on peut dire que être citoyen, c'est très simple, puisque cela signifie qu'on est membre d'une cité, membre d'une société. Donc, tout ce qui concerne les règles d'organisation des humains entre eux dans une collectivité sociale structurée relève de la citoyenneté, et donc tous les membres sont citoyens. Donc, à un premier niveau, le mot ne fait pas de problème. Voilà. Alors, ce mot de citoyen signifie effectivement membre d'une cité, et cela vient des cités grecques, et singulièrement, parce que c'est plus intéressant, mais c'est pas que ça, Athènes, dans l'Antiquité, où pour des raisons extrêmement matérielles, qui a décidé de construire une muraille pour protéger la route qui va du Pirée à Athènes, et nous a tous ruinés, etc. Comment se fait-il que certains décident, et c'est nous qui payons? Enfin bref, ils ont apporté cette idée un peu farfelue à l'époque, qui faisait qu'on devrait consulter tous les citoyens avant de prendre une décision. Voilà. Autrement dit, le peuple, le démos, devrait être consulté pour toute décision, en tout cas importante, et finalement pour toute décision. Et donc, la cité grecque, elle est quand même organisée autour d'une notion de citoyenneté. Alors bon, une fois pour toutes, on enlève les esclaves, qui ne sont pas citoyens, les métèques, qui ne sont pas citoyens, même quand ils sont grecs, et puis les femmes, bien sûr, mais ça, c'est tellement plus récent que... Bon. Alors, il reste quand même un ensemble considérable d'individus. Ça peut aller jusqu'à 8 000, 10 000 à certains moments, je crois que c'est monté jusqu'à 20 000 à Athènes, ce qui est extraordinaire, puisque partout ailleurs règnent des monarchies, des tyrannies, des empires, enfin des choses qui ne consultent pas trop un ensemble d'individus, et plus généralement une aristocratie, c'est-à-dire, pas forcément, c'est pas la noblesse ni rien évidemment, comme ça prendra caractère ensuite, mais le gouvernement des meilleurs, souvent une famille ou quelques familles, ou bien des gens un peu plus riches, ou bien l'entourage d'un dirigeant qui s'est propulsé lui-même souvent en tête des groupes. À Athènes, en tout cas, ce mot va donc prendre une signification autre. Le citoyen, c'est celui qui, non seulement est membre de la cité, non seulement approuve ou désapprouve quelque chose, mais qui est le garant de tout le fonctionnement des institutions et des décisions de la cité. Donc c'est quelque chose de très actif. Vous me direz, c'est facile, lorsque les esclaves fabriquent tout, construisent tout, et arrivent à pourvoir à la nourriture, à tous les besoins matériels, il est très facile à des citoyens de passer 100% de leur temps sur l'agora, comme on dit, mais en fait après sur l'agora il n'y allait plus, il n'y avait plus que des marchands, des prostituées, c'était infect, ils allaient en bas près d'un stade, enfin bref, parce qu'il y avait les douches, les bains, et pas les douches, les nains. Et donc ces citoyens font de la participation aux affaires de la cité la chose la plus importante de la vie. Voilà. Donc c'est quelque chose qui suppose une certaine structure sociale, certes, mais qui tout de même est une première dans l'histoire de l'humanité. J'ouvre une parenthèse, ce que je viens de dire là est faux, car dans les sociétés tribales, eh bien, la démocratie est le mode courant de gouvernement. Je dis bien gouvernement. Pas de pouvoir ni de direction, mais de gouvernement. Je suis en train de travailler un livre sur Nelson Mandela, sur la pensée de Nelson Mandela. Lui, toute son enfance, en tant que Xasos, ensuite chez les Tembu, de toute façon, son expérience, c'est que pour toute décision, tout le monde se rassemble, tout le monde discute pendant des jours et des nuits, et on décide. Lui, quand il est gamin, il est effaré ensuite de voir que tout ne se décide pas collectivement dans la cité. Bon, il raconte d'ailleurs cet étonnement extraordinaire. Donc,
On enlève les sociétés tribales. Dans l'histoire de l'humanité, des sociétés civilisées, justement, la démocratie apparaît comme ça, comme une bizarrerie dans l'histoire, mais de façon extrêmement active. Et puis, évidemment, ça disparaît massivement de l'histoire. Principalement, en tout cas pour l'histoire la plus connue, ça réapparaît massivement dans la première révolution populaire de l'histoire de l'humanité, 1789. Il y a déjà eu des révoltes populaires, mais enfin, pour la première fois, un peuple prétend se donner de nouvelles institutions, etc. Là aussi, ce qui vient au premier rang de l'idée de citoyen, c'est la participation, l'activité, la participation active à la vie de la cité. Et donc, on peut dire que l'idée de citoyenneté est liée à celle de démocratie. Alors évidemment, on est obligé maintenant d'essayer de voir ce qu'on appelle démocratie. Étymologiquement, c'est simple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Éventuellement pour le peuple, mais ça, on ne le sait jamais. Ça suppose donc un droit de vote dans l'idéologie première, enfin comme ça, la suppression des inégalités juridiques. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, sans quoi on ne comprend plus rien. Et donc, voilà, la démocratie. En réalité, je pense que c'est assez délibéré. Moi, je n'ai jamais rencontré un seul élève, un seul étudiant qui sache comment fonctionnait la démocratie athénienne. C'est quelque chose qui n'est pas enseigné. C'est incroyable. Alors, ça fonctionne comment? Pour aller vite, hein? Eh bien, d'abord, il y a deux assemblées, hein, la Boulée et l'Ecclésia. Elles sont renouvelées tous les ans. Elles sont renouvelées tous les ans, sauf 10% de fonctions très particulières. On ne vote pas pour élire les membres des assemblées. Les aristocrates sont pour l'élection au suffrage universel. Les démocrates sont contre et donc imposent le tirage au sort. À Athènes, il y a les listes de citoyens, on enlève ceux qui ne veulent pas en être à certaines périodes, on enlève ceux qui ont été condamnés, etc. Et on tire au sort sur cette liste qui sera membre de l'Ecclésia ou de la Boulée pendant 1 an. Si vous êtes tiré au sort, c'est un peu comme les jurys d'assises aujourd'hui, vous êtes membre pendant 1 an, on compte votre fortune, tout votre patrimoine. Au bout d'1 an, on recompte. S'il y a eu le moindre profit, vous êtes condamné aux choses les pires. C'est-à-dire l'exil, enfin, en général, c'est de rembourser des dettes qu'une vie ne suffit pas à rembourser, c'est-à-dire que vous êtes misérable jusqu'à la fin de vos jours, etc. Si vous avez utilisé ce pouvoir à des fins personnelles, c'est terrorisant. Le moindre écart par rapport à ça. Alors, en quoi consiste ce rôle? Eh bien, à faire des propositions. C'est un peu comme en Suisse aujourd'hui. Quelqu'un, en Suisse, est élu, pas tiré au sort, mais est membre d'une assemblée ou même président de la Confédération helvétique, il propose. Si les citoyens refusent, eh bien il est obligé d'appliquer l'inverse. À Athènes, ça se passe comme ça. Alors évidemment, ça c'est la vision un peu idyllique, la vision de, on peut dire, le premier siècle, le siècle de Périclès. Bon. Quand par exemple Platon critique cette démocratie, il faut voir que c'est une caricature parmi d'autres, mais une caricature de démocratie où on paye les gens, voilà, on prend des leçons pour être un maître, enfin les maîtres de rhétorique, les sophistes créent un art oratoire qui permet de convaincre, etc. On modifie les circonscriptions électorales, enfin bon, il y a tout un ensemble de choses qui fait que Platon, par exemple, au IVe siècle, vit la décadence totale de la démocratie. Si vous voulez voir, il y a les pièces d'Aristophane, des livres comme Les Guêpes, par exemple, qui mettent en scène cette démocratie. À l'époque, tout le monde éclatait de rire. Enfin, le père, chaque fois, dit « je vais juger », il dit « je vais condamner, je vais juger aujourd'hui ». Et il a été payé le matin, le fils essaye de l'empêcher d'aller faire son travail d'élu, parce que, enfin, de membre de l'Assemblée. Et donc, cette démocratie, elle est extrêmement exigeante. C'est-à-dire que les citoyens doivent discuter de tout et voter. Alors, en fait, ce sont des goulots de bouteilles foncés ou clairs qu'on met dans des urnes, enfin bon, on compte après, et apparaît cette règle bizarre, la règle du nombre, c'est-à-dire 50% plus une voix, la décision est prise pour tous. Voilà. Donc, c'est un système qui est extrêmement curieux à nos yeux.
Mais si un grec de l'Antiquité venait, on lui apparaîtrait extrêmement curieux. Parce que pourquoi est-ce que les démocrates sont contre le suffrage universel? Ce qui aujourd'hui ferait bondir n'importe qui. Tout simplement parce que si je suis élu, je suis choisi. C'est donc en fonction de mes qualités personnelles que l'on m'a nommé. Du coup, je me sens forcément investi d'un pouvoir, d'une confiance qui fait que je me dis, puisque c'est moi qu'on a choisi, j'ai le droit et même le devoir de prendre des initiatives parce qu'on l'attend de moi. Donc les aristocrates sont pour ce système. Les démocrates sont contre parce qu'ils se disent très vite, ceux qui seront élus auront du pouvoir et on n'en veut plus. Donc les aristocrates, eux, sont pour le suffrage universel et les démocrates instaurent ce système très curieux à nos yeux, mais de tirage au sort. C'est-à-dire que si je suis tiré au sort, je ne peux me prévaloir d'aucune qualité personnelle, d'aucune prétention particulière. Donc je suis là pour faire mon boulot, c'est-à-dire examiner, exposer, faire des débats contradictoires, proposer des nouvelles règles, et les citoyens décident. Autrement dit, à Athènes, ce sont les citoyens qui décident de tout. Et y compris la justice. Alors ça c'est peut-être plus injuste à la limite. Quand on dit le procès de Socrate, on imagine toujours un juge avec des assesseurs, etc. Pas du tout, il y a 600 juges. Ce sont les citoyens, on tire au sort un jury. Alors il y en a parfois 30, parfois 60, 150, 300 ou 600, je ne sais plus, pour les grands procès. Et à la fin on vote. Quand le soleil se couche, pile, on vote. Ça veut dire que la justice se fait aussi avec le vote. Après tout, nos jurys d'assises fonctionnent. On a gardé des choses comme ça. Voilà. Pendant longtemps, l'idée de démocratie disparaît des sociétés les plus avancées, les plus développées techniquement, militairement, etc. Le problème se repose au XIe, XIIe siècle dans un grand nombre de communes de l'Italie du Nord notamment Vénétie, Toscane, etc. Où il y a des formes démocratiques. Enfin, ça ne veut pas dire que tout le monde vote, mais il y a des familles entières. Quand on va à Sienne, par exemple, la grande place est partagée par des pavés en 9 rayons. Il y a 9 grandes maisons qui vont vers ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hôtel de ville. C'est-à-dire que ça représente énormément de monde, parce que chaque maison a sa famille, a ses alliés, enfin bref. Et le problème se pose donc au Moyen-Âge et surtout début de la Renaissance italienne de savoir comment s'organiser de façon démocratique. Et là, les aristocrates te proposent qu'on élise au suffrage universel les représentants. Les démocrates disent pas question, et en référence à l'Antiquité grecque, on dit on connaît la musique, on tire au sort. Et donc dans les communes italiennes, on se met à tirer au sort. C'est donc quelque chose qui a vécu, qui a bien existé, et pas si mal, quand on voit ce qu'a été la Renaissance italienne. Quand même, ça a été le phare de toute la culture humaine. Quand la Révolution française arrive, quand le XVIIIe siècle, avant la Révolution française, quand on lit Montesquieu, je crois que j'avais pris la phrase, parce que souvent je ne sais pas si j'ai pris la phrase, non? Oui, voilà, Montesquieu. Il est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Voilà. C'est-à-dire que dans l'esprit des lois, Montesquieu n'est pas particulièrement démocrate, mais pour lui c'est encore évident. Rousseau, dans le contrat social, dit la démocratie c'est le tirage au sort, et il cite Montesquieu. Ça veut dire que cette idée qui paraît farfelue aujourd'hui a été le lieu commun de tout démocrate jusqu'au milieu de la Révolution française. Le milieu, quand ça commence à tourner mal, après la terreur, on dit, l'abbé Sieyès est celui qui publie un livre, je ne sais plus qu'est-ce que le tiers état, je crois bien, dans lequel il est écrit « La politique est trop importante pour la laisser à tous, il faut faire une profession particulière ». Et à partir de là, évidemment, il n'est plus question du tout d'admettre que n'importe qui est capable de gouverner la cité. Et alors la phrase que je viens de prononcer là, c'est terrifiant. Parce que moi j'ai plein d'étudiants qui disent moi j'aimerais bien aller à Sciences Po. D'ailleurs, je fais une petite remarque, je fais partie du jury de Sciences Po, mais presque pour protester. Ça s'appelle normalement Institut d'études politiques. Et on dit Sciences Po, sciences politiques. Mais on ne vote pas en physique ou en maths. Dire sciences politiques, c'est déjà dire la démocratie, on n'en a rien à faire.
il y a quelques-uns qui devront gouverner les autres. Ça m'effare que ce soit devenu quelque chose de courant. Il faut des experts. Et moi, ça me frappe, c'est que des jeunes pleins d'enthousiasme, des étudiants pleins d'humanité, prêts à agir, etc., la première phrase qui vient quand on leur parle du tirage au sort, ils disent « Attendez, mais n'importe qui n'est pas capable quand même. » Là, je dis donc, vous êtes contre la démocratie. Allons-y. Il me dit « Mais non, je suis démocrate. Donc vous êtes contre le fait que le peuple ait les moyens de décider. » C'est-à-dire que par exemple en état de crise, c'est une jeune fille que j'aime beaucoup, qui est très fraîche, critique, tout, qui me dit « Oui, mais en état de crise, il y a des exaspérations et le peuple, il voterait pour n'importe quoi. » Alors je lui dis, c'est ce que disaient les radicaux socialistes en France au début du siècle, quand on a proposé qu'éventuellement les femmes puissent voter. On dirait, mais les femmes, avec leur mentalité, finalement, comme elles sont majoritaires, elles voteraient pour n'importe quoi, n'importe qui. Je lui dis, vous voyez, ces gens-là qui vous paraissent monstrueux, vous êtes pareil à mes yeux. Le peuple n'est pas capable de se gouverner et je suis pour la démocratie. Et cette contradiction-là ne choque plus grand monde entre nous. Ce qui choquait jusqu'au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, est devenu maintenant la seule façon de concevoir la démocratie. Alors quoi ? Quelque chose qui est né bien avant 89, les théories du contrat, les théories du droit naturel, l'individualisme possessif, avec notamment le fondateur du libéralisme, John Locke, qui considère que je me possède, donc je possède le fruit de mon travail, je possède le fruit de mon travail, donc la propriété est naturelle. Plus je possède, plus cela reflète ma capacité à posséder et à travailler, sauf si jamais d'autres meurent de faim, alors que moi j'en ai trop pour moi. Mais dès qu'on invente la monnaie, les inégalités peuvent se déployer à l'infini sans provoquer de gâchis, et donc sous forme financière, il est naturel que toutes les inégalités puissent se développer dans la société. Mais bien sûr, ceux qui n'ont rien voudront tuer ceux qui ont beaucoup, ce serait le désordre, donc il faut établir un état de propriétaire, c'est 1790, deuxième traité du gouvernement civil, un état de propriétaire qui fait respecter l'ordre au nom de la nature. Il faut protéger les riches au nom de la nature. Sans ça, c'est fini, quoi. La nature est contredite. Donc, établissement d'un vote censitaire, plus je possède, plus j'ai le droit de vote, et si je possède rien, je n'ai pas le droit de vote. Et c'est ce qui va régner au XIXe siècle pour l'essentiel. Ça, c'est fin XVIIe siècle. XVIIIe siècle, c'est la seule idée que défendent des gens comme Voltaire, etc., même Montesquieu. Et XIXe siècle, pour l'essentiel, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a cette idée que certains sont dépositaires de la capacité, de la compétence, de la gestion des intérêts de tous. La société ne peut pas être gérée par n'importe qui. Parce qu'on dit toujours tiers, il dit sus aux pauvres, ce sont eux qui ont intérêt au désordre, mais ça commence bien avant et ça continue bien après. Et donc, il y a un moment précis où on va décider que ceux qui veulent que le peuple décide, on les traitera de populistes et non plus démocrates. Et ceux qui veulent diriger le peuple avec son consentement, explicite ou non, seront des démocrates. Et apparaît cette notion invraisemblable de démocratie représentative. Quiconque dans un débat politique aujourd'hui attaque, que ce soit un membre, on va dire contre nous comme ça, de l'UMP ou du Parti Socialiste dans les campagnes électorales, attaque la démocratie représentative, est taxé tout de suite de populiste. Et tous les populismes se valent, Front National, gauche, etc. Tous ceux qui sont contre la démocratie représentative sont des menaces pour la société. Ils font du populisme. Et dans populisme, il y a peuple quand même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit flatter les instincts les plus bas du peuple et les encourager, on peut dire, ça peut mener à tous les fascismes, etc. Mais ça veut dire aussi tout simplement, il peut arriver dans l'histoire que les peuples soient majoritairement pour une idée qui serait meilleure que tous les experts qui ont d'autres intérêts. Après tout, les dernières décennies l'ont suffisamment montré, puisque tout le monde l'admet aujourd'hui. Tout le monde l'admet. Y compris ceux qui maintenant parlent de la vraie économie ou de la mauvaise économie, quand on parle que de la finance ou de l'économie qui produit, etc. N'importe qui avec son certif dans une usine voyait bien qu'ils allaient contre le mur. Enfin bon, je vais vite. Je prends des raccourcis, on discutera si vous voulez. Et donc il y a
quelque chose qui s'est produit dans la conscience citoyenne. Être citoyen, c'est finalement abandonner sa souveraineté, sa capacité à décider, en élisant démocratiquement, et ça c'est vrai, des personnes qui gouverneront, qui dirigeront, pardon, à notre place. C'est devenu la définition même de la démocratie. On élit des gens, et entre deux élections, si on manifeste contre leurs décisions, c'est qu'on est contre la démocratie, et on fait du populisme. Donc, ne plus consulter le peuple pendant plusieurs années, quelle que soit la décision, quel que soit le mécontentement, c'est le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui. Avec un exemple qui, qu'on soit pour ou contre, là n'est pas mon problème, hein, chacun a son idée là-dessus. Mais il s'est passé quelque chose ces dernières années d'extraordinaire en France, le traité de Lisbonne, référendum, puisque 80% des gens dans les sondages, à l'Assemblée, etc., étaient pour. Donc, un président français, Jacques Chirac en l'occurrence, lance un référendum, débat pendant plusieurs mois, et finalement, une majorité de Français est contre. Donc, évidemment, ça fait désordre. L'élection présidentielle suivante, rappelez-vous, mais vous pouvez regarder les textes, les deux candidats à l'alternance, ou non, ou à la continuité, s'accusaient mutuellement et s'assuraient mutuellement, ils s'engageaient à signer le traité de Lisbonne sans référendum la fois suivante. Ça voulait dire qu'il ne fallait pas faire de référendum parce que le peuple serait contre et qu'il fallait qu'il soit signé quand même. Quand on voit les implications extraordinaires d'un tel traité, qu'on soit pour ou contre, encore une fois, c'était admettre qu'on ne voulait plus de la démocratie. C'est-à-dire que la citoyenneté consiste à voter tous les 5 ans, 6 ans, selon les élections, etc. Mais ça n'est plus participer à la décision. Et là, on a donc dans l'histoire moderne, assez récente, un siècle et demi, mettons 2 siècles, une rupture avec tout ce qu'on a appelé citoyenneté depuis l'Antiquité grecque. Voilà. Et tout ce qu'on a appelé démocratie depuis. Et donc, sommes-nous des citoyens? Oui, je disais au début, mais sommes-nous vraiment des citoyens? Eh bien, effectivement, là, il y a une autre question. Est-ce que nous sommes vraiment des citoyens? Ça, c'est l'affaire de chacun. Parce que si voter, c'est être citoyen, alors on est même obligé de remarquer qu'il y a de moins en moins de citoyens. Car la distorsion qui s'est instaurée entre les deux définitions de la citoyenneté fait que le vote lui-même, qui est la dose minimum de démocratie dans une société aujourd'hui, est devenu si peu crédible et perçu comme si peu efficace que c'est l'abstention qui monte. On nous annonce pour les européennes là des chiffres de 65. Actuellement, les Français ont, je crois, 35% qui ont l'intention d'aller voter. Voilà. Ça veut dire que des gens sont morts pendant des générations pour avoir le droit de vote, mais la démocratie représentative fait que dans tous les pays développés, on vote de moins en moins. Et il y a de quoi analyser cette chose-là, parce que ceux qui, y compris, renoncent à cette miette de citoyenneté, avant, en tout cas moi quand j'étais ado, c'était les vieux séniles qui votaient pas. Maintenant c'est les plus politisés. L'analyse des abstentionnistes ou des non-inscrits recoupe, du point de vue des opinions, de la sociologie, etc., ceux qui sont le plus actifs dans les associations, dans les partis, dans les trucs, etc. Donc il y a un symptôme extraordinairement inquiétant, c'est que les vrais citoyens n'ont plus de moyens institutionnels de manifester leur démarche, leurs idées, leurs espérances, etc. Du coup, eh bien, c'est la raison très précise pour laquelle j'avais publié ce petit livre sur Rousseau. Je dis petit livre parce que je voulais qu'il coûte pas cher, je voulais que son petit livre de poche, je voulais que ça coûte 5 €, que n'importe quel jeune puisse l'acheter, sur Citoyens du futur, parce qu'il se trouve que chez Rousseau on trouve, non mais je ne suis pas venu pour la pub, c'est de l'information, il se trouve chez Rousseau on trouve quelque chose qui renvoie à l'avenir. Alors que trouve-t-on chez Rousseau? Et on comprend comme ça, par ce moyen, par ce biais, pourquoi il a été persécuté pendant 16 ans, y compris à coups de cailloux, enfin ça a été l'horreur, brûler ses livres, pourchassé partout dans toute l'Europe. Et pourquoi aujourd'hui encore, pour l'essentiel, on le caricature au point que certains croient le connaître sans l'avoir jamais lu. Et ça, c'est invraisemblable. Chaque année, quand je commence à enseigner, quand j'enseigne du Rousseau, je demande aux élèves ce qu'ils savent de Rousseau.
Et alors, c'est le bon sauvage, le retour à l'état de nature. En plus, il a abandonné ses enfants, etc., des machins comme ça. Et que je leur dis, mais non, c'est le seul qui ne croit pas à l'état de nature. Ah bon? Déjà. C'est le seul qui dit, il est absurde de vouloir y revenir, c'est impossible, etc. Et je commence à leur lire des extraits pour que la parole soit crédible. Et alors là, on les voit comme ça, et ils ont lu Rousseau à travers Voltaire, qui était un des auteurs appointés en plus de la persécution, puisqu'il a même publié des textes signés de façon erronée, mais on a les manuscrits, donc on sait que c'est lui, c'est même dans le Pléiade maintenant, hein, où il a attaqué, enfin bon, violeur, assassin, etc. Bien. Donc, que trouve-t-on chez Rousseau? Cette idée que le peuple ne peut pas être représenté. Pourquoi? Eh bien parce que, quel que soit le mode de représentation, l'idée de représentation suppose qu'on recrée une présence. On présente une deuxième fois. On rend présent ce qui est absent. Ça veut dire qu'il y a une instance quelque part où le peuple est forcément absent, parce qu'on n'a pas tout être à 67 millions ou en Chine 1,5 milliard, sur une place en train de voter et compter les tessons de bouteilles. Bon. Donc avec Internet, ce serait parfaitement possible tous les jours maintenant. Hein. On va pas sur Amazon, pourquoi on n'irait pas sur un voter. Mais enfin bref. Ça suppose qu'il y a un endroit, quelque part, où il y a des individus, quelques dizaines, quelques centaines, qui ont été élus, dans le meilleur des cas, et qui prétendent décider ce que le peuple aurait décidé s'il avait été présent. C'est ça la démocratie représentative. On élit des gens, et s'il y a une situation nouvelle, eux doivent savoir ce que le peuple aurait décidé s'ils avaient voté après cette situation nouvelle. Ce qui, du point de vue purement logique, est une absurdité absolue. Voilà. Absolue. Et Rousseau démonte cette chose. Et il démonte les théories du contrat. On ne comprend pas toujours pourquoi il appelait son livre le contrat social. Il y a des dizaines et des dizaines de théories du contrat avant lui, Grotius, Bellarmaki, Pufendorf, Hobbes, Locke, enfin bref, il y en a plein. Toutes ces théories consistent à faire quoi? Elles sont monstrueuses, mais c'est notre système. On vote pour transférer le pouvoir de décider à un ou quelques-uns, et en échange, il s'engage à faire régner l'ordre qui a été décidé dans la société en fonction des lois existantes ou changées, etc. Autrement dit, comme dit Rousseau, le seul moment de liberté, c'est le moment du vote, et entre deux votes, le peuple admet que d'autres vont décider à sa place. C'est ça la démocratie représentative. Et Rousseau nous dit, ça n'est pas possible, car la seule chose qu'on ne peut pas échanger, c'est sa liberté. Il dit, ça n'est pas un contrat, ça ne peut pas être un contrat, puisque si jamais dans le contrat, mais ça, on échange mon stylo contre ce verre de bière, mais je vous dis, voilà, je vous échange le stylo contre ce verre de bière et votre liberté. Une fois que vous m'avez donné le verre de bière et votre liberté, je vous dis, mais le stylo, maintenant je le prends. Vous n'avez plus la liberté de reprendre votre parole, votre engagement. Donc, Rousseau, ce qu'il dit, c'est que la souveraineté, c'est la seule chose qu'on ne peut pas échanger. Parce que si l'échange est trahi, on n'a plus le moyen de revenir en arrière. C'est du bon sens. C'est-à-dire que transférer du pouvoir, c'est ne plus être, nous dit Rousseau. Et c'est la raison pour laquelle il sera contre toute représentation. Il est même contre les structures intermédiaires, parce que ça renvoie aux corporations médiévales, etc. avant. Mais il voit même comment ça peut se passer. Il imagine, il n'y a pas de parti à l'époque, mais il imagine des associations intermédiaires qui prétendraient représenter des forces diverses. Après tout, effectivement, après alors, le tiers-état, etc., et la noblesse, le clergé, bon, des représentants qui prétendent représenter chaque groupe et qui ensemble vont décider à la place. Il dit que ça aggraverait tout. Lui, il est pour que tout le monde s'organise comme il veut, mais au moment de la décision, comme au moment du débat, chacun, nous dit-il, soit seul dans le silence de ses passions. Chaque fois que je vois un isoloir, moi je pense à ça. On croit qu'on s'isole pour pas que les autres regardent. Moi je me dis on s'isole parce qu'on devrait être coupé de l'extérieur et se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà. C'est quelque chose de très profond. C'est pourquoi il va distinguer deux choses. Il va distinguer, c'est une distinction politique pour moi essentielle de savoir ce qu'est un citoyen. La volonté de tous, c'est la volonté qui s'exprime par exemple dans un vote, nous dit-il. On compte les voix, mais ce sont des volontés particulières qui s'additionnent les unes aux autres. Et ce qu'il va appeler la volonté générale. La volonté générale, c'est la volonté du genre. C'est
c'est un concept pur. C'est ce que devrait vouloir un peuple s'il connaissait parfaitement ses intérêts. Et personne ne peut prétendre le connaître. Donc c'est ce que chaque citoyen doit chercher. Et c'est ce qui fait le vrai citoyen pour Rousseau. Ce n'est pas qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je dois vouloir pour ma société. Qu'est-ce qui est bon pour nous. Chacun de nous ici est un individu, avec ses passions, ses intérêts, ses idées, ses croyances, tout ce qu'on voudra, ses convictions. Mais en tant que citoyen, je ne dois pas dire qu'est-ce que je dois voter pour que mes intérêts soient satisfaits. Ça, c'est mon individualité, ça. Moi, ça fait plusieurs fois que je vote pour quelqu'un qui me promet plus d'impôts, par exemple. Mais c'est pas absurde du tout. Hein. C'est de quoi avons-nous besoin? Donc, même si je n'ai plus de bébé, on a besoin de crèche. Même si je n'ai plus d'enfants, on a besoin d'école. Même si, etc. Voilà. C'est-à-dire que chacun essaye de monter au-dessus de sa propre personne pour se demander ce que collectivement nous aurions intérêt à réaliser. Voilà. Et ça, c'est le socle intellectuel de la citoyenneté. C'est pas qu'est-ce que je pense, mais qu'est-ce que nous devrions réaliser. Voilà. Et c'est évidemment difficile parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ses intérêts personnels. Etc. Et donc cette distinction, elle est fondamentale parce que ça va permettre à Rousseau de montrer que quand le peuple s'assemble en un corps, quand on discute et qu'on décide, on vote pour une décision. Chacun essaye de voir ce qui est le mieux pour nous. Ensuite, on sait bien que nous allons être dans l'impossibilité de tous appliquer en même temps ce que nous avons décidé. Donc, nous avons besoin de personnes, de groupes qui appliquent nos décisions. Et il va appeler ça des commissaires. Le commissaire, comme à la campagne, un commis, c'est quelqu'un qui a le devoir d'appliquer les décisions extérieures à lui. Pour Rousseau, les gouvernants sont des personnes qui appliquent les décisions. Et donc, ils n'auront aucun pouvoir. Et c'est là qu'on vient à la distinction dirigeant et gouvernant, qui est passée de mode de la réflexion. Sur un bateau, si on est tous sur un bateau, j'aime ça parce que ça fonctionne bien, si on est tous sur un bateau, on va voter pour savoir si on va au Baléares ou en Sicile, en partant de Marseille. Si jamais on décide les Baléares, on devra mettre le cap, on a décidé que le bateau irait aux Baléares. On est tous sur le même bateau, on a pris cette règle du suffrage, donc ça vaut pour nous tous. Mais évidemment, tout le monde ne va pas tenir le gouvernail du matin au soir. Donc, vous de 2 à 4, vous de 4 à 6, etc. Et là, ça veut dire gouverner. Gouverner, ça veut dire tenir le gouvernail. Donc, vous, même si vous avez voté pour la Sicile, ben vous allez devoir aller vers les Baléares. À part que dans les systèmes actuels, vous prenez la barre et vous allez vers la Sicile. Et vous dites, vous m'avez élu pour tenir la barre du gouvernail, je vais vers la Sicile. C'est ça l'alternance. Ah ben maintenant on va aller aux Baléares. Que le peuple soit d'accord ou non. Donc la distinction entre dirigeant et gouvernant est fondamentale. On a besoin de gouvernants pour préserver notre liberté. Quand on a des dirigeants, c'est qu'on a abdiqué notre liberté. Donc cette distinction, elle est fondatrice de la citoyenneté, si on veut prendre démocratie au sens propre. Je rappelle rapidement, puisque ça aussi s'est passé de la mémoire collective, la démocratie, ça a un sens précis. Il y a 3 systèmes depuis l'Antiquité grecque. Quand on prend les mots au sens propre, monarchie, mono, archi, structure à une tête. Ça veut dire qu'en dernier ressort, c'est une personne qui décide. Aristocratie, gouvernement des meilleurs, ça veut dire qu'il y a un collectif qui décide. Démocratie, ça veut dire que c'est le peuple qui décide. La France actuellement est une monarchie élective, puisqu'on est le seul pays développé au monde où le président peut dissoudre le Parlement, où le président peut déclarer une guerre, y compris atomique, où le président peut signer un traité international sans consultation, etc. Nous sommes le seul pays comme ça. On voit l'Angleterre, l'Italie, les États-Unis, etc. sont des régimes aristocratiques. C'est-à-dire ce sont des démocraties parlementaires. Il y a un groupe de personnes qui nomment le Premier ministre. C'est l'exécutif. Si bien qu'en Angleterre, ils ont une reine, mais ça n'est pas une monarchie. C'est une aristocratie élective. Nous, on a coupé la tête au roi il y a bien longtemps, mais on est une monarchie. C'est très important. Et en dehors des sociétés tribales et des quelques traditions qui peuvent rester ici ou là, dans les pays développés, il n'y a que la Suisse qui a revendiqué cette tradition.
Quoi qu'on pense des Suisses, de toute façon on dit qu'ils sont racistes, tout ça, certainement moins que la moyenne des Français si j'ai bien compris les votes, hein, bien. Mais en Suisse, quand on est élu, on n'a aucun pouvoir. Alors, on n'a aucun pouvoir. Moi, chaque fois, quand je fais des conférences là-dessus, d'ailleurs je peux le faire ici, citez-moi une personnalité politique suisse. Alors au lycée Henri IV, il m'avait... Hein? Ah, bah, il y a toujours quelqu'un qui connaît la Suisse. Non, il y a eu un documentaire. Il y a eu un documentaire, voilà. Mais moi, je me souviens au lycée Henri IV, il y avait une prof suisse. Alors elle en a cité une douzaine. Évidemment, elle était suisse. Et c'est très sain, ça. Que personne ne connaisse le nom d'une personnalité politique, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne se décide pas en fonction d'une personne, mais en fonction d'une politique. Quelle que soit cette politique, le peuple a le droit de se tromper. Ah, on est bien placé pour le savoir en France. Hein, bon. Et le peuple a le droit de revenir en arrière. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous voyez, mais depuis le XVIIIe siècle, un référendum sur 2 qu'il y a eu sur Terre l'a été en Suisse. Je vais vous donner un exemple. Parce que là, les affaires scolaires, c'est quand même extrêmement important. Hein. En Suisse, moi j'ai une cousine en Suisse. Il y a 1 an et demi, je vais là-bas, et on commence à discuter. Elle me dit, oui, mais en ce moment on se dispute dans toutes les familles parce qu'on a plusieurs votations, c'est 5-6 questions chaque fois, dans 15 jours. Et je lui dis, par exemple, ça m'intéresse, ils me disent, savoir si à l'école on va voter de 0 à 20 ou de 1 à 6. Et moi, quand même, j'avais un peu honte, j'ai écrit en plus sur le système éducatif et tout ça, je suis un peu... Et je lui dis, bah oui, mais quelles sont les autres questions? Il me dit, mais tu te rends pas compte, c'est la question la plus importante. Il me dit, parce que quand on note de 0 à 20 dans une classe, chacun essaye de monter devant dans le classement. Et c'est pas en France qu'on va dire le contraire, hein. Après le bac, APB, etc. Alors que quand c'est de 1 à 6, chacun se bat avec lui-même, puisqu'ils sont presque tous ex-aequo à 3 ou 4. Chacun essaye de franchir un seuil. Elle me dit, c'est une question formidable en démocratie. Et moi, j'avais presque honte parce que je n'avais pas fait le lien spontanément. Ils ont discuté pendant des mois et ils ont voté pour la notation de 1 à 6. Avec des arguments là, dans chaque... Alors je voyais à la tribune de Genève, il y avait une page pour, une page contre, etc. Et dans les familles, ils se disputaient là-dessus. Ça ne fait pas rêver, ça. C'est-à-dire, c'est quand même une chose extrêmement précise. Alors voilà. J'ajoute juste, parce que j'atteins 5 minutes le temps, c'est que Rousseau va plus loin. Aspect très méconnu. Très méconnu. Si vous voulez, je vous donnerai toutes les références. C'est que Rousseau va faire le lien avec la représentation monétaire. Il va dire, voilà, lorsqu'il y a monnaie, on prétend qu'une convention qui peut servir, comme l'avait déjà montré Aristote, de point de départ et d'arrivée aux échanges, et donc de permettre que l'argent fasse de l'argent, au détriment des besoins collectifs, on prétend donc qu'une convention comme la monnaie peut représenter les choses créées par le travail. Et il dit ça ne sera jamais le cas. Et du coup, il se met au travail, parce qu'il est auteur d'un traité d'économie politique, hein, qui est entièrement dans l'encyclopédie, mais aussi d'un texte moins connu, qui est le projet de constitution pour la Corse. Quand les Corses battent les Génois, parce qu'ils étaient Génois, hein, Paoli, celui qui a dirigé la révolte corse, dit maintenant on n'a plus de constitution, on n'a rien. Il envoie une lettre à Jean-Jacques Rousseau en lui disant on vous demande de nous faire une constitution, un projet de constitution. Et Rousseau écrit donc ce texte, projet de constitution pour la Corse. Puis il n'envoie pas à Paoli, il s'est aperçu que c'était un libéral complet, bon, donc il dit c'est pas la peine de lui envoyer. Mais ce texte existe. Et Rousseau a fait cette analyse de la Corse, lui qui ne connaît pas la Corse, hein, il n'est jamais allé, et réalise que la Corse, avant les Génois, n'avait pas de monnaie. C'était des clans, ça existait, bon, c'est resté un petit peu, hein, qui décidaient, etc. Il n'y avait pas de monnaie, et c'était un pays très riche. Parce qu'en Corse, ils avaient tout. Les fruits, les légumes, la viande, le poisson, des forêts, de l'eau à profusion. Enfin, tout le monde connaît la Corse, c'est un paradis. Hein. Quand les Génois arrivent, ils instaurent la monnaie et le salariat. Et du coup, les mêmes contraints de travailler pour quelqu'un, de recevoir en salaire, n'avaient plus de quoi manger, acheter, etc. Ce qu'ils pouvaient acheter avant quand ils le produisaient, par le troc sur le marché. On dit, hein, le marché, ça veut dire ça. Hein, le marché. Et du coup, Rousseau nous dit une idée extraordinaire. Il dit, n'ayez plus de monnaie intérieure. Vous aurez besoin d'une monnaie pour faire les échanges parce que vous ne faites pas tout.
une monnaie extérieure, mais à l'intérieur, gardez-vous. Vous avez la chance de ne pas avoir de monnaie. Reprenez vos mœurs de troc, etc. Et s'il y a besoin d'une monnaie pour certaines choses, pourquoi pas. Mais faites attention à la monnaie. Il leur propose la démocratie et l'interdiction de l'économie monétaire, dont on a appris, même par les Échos et par ceux qui faisaient la bourse il y a quelques années, qu'elle pouvait se retourner contre la véritable économie. Bon, depuis, c'est reparti. Mais Rousseau fait un lien extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monnaie et institution, chaque fois qu'une chose prétend être représentée extérieurement, donc, on sort de la réalité pour aller dans le symbolique, et que s'il y a appropriation privée de ce symbolique, eh bien la réalité ne fonctionne plus selon ses propres lois. Et ça, c'est le coup de génie de Rousseau, d'avoir fait le lien entre les deux. Je vous engage à lire ces textes-là, c'est assez formidable. Simplement pour dire que, du coup, un citoyen pour Rousseau, c'est quelqu'un qui agit pour un vrai contrat. Un contrat social. Ça veut dire que le peuple ne contracte qu'avec lui-même, décide un ensemble de choses, et certains sont chargés d'appliquer ces choses-là. Et Rousseau est mort dans un pessimisme et d'un malheur absolu, puisqu'il se dit que ça ne pourra jamais arriver. Pourquoi? D'abord parce qu'avec les inégalités existantes, les plus pauvres n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça. Ils ont trop d'affaires entre eux, trop de concurrence pour se diviser, pour s'unir. Ils sont en lutte perpétuelle entre pauvres. Et qu'ils prennent l'habitude de regarder au-dessous d'eux, et ils perdent l'habitude de regarder au-dessus d'eux. Et il a cette phrase que je trouve extraordinairement moderne, contemporaine malheureusement, c'est que on ne consent d'être esclave que parce qu'on rêve d'être le maître. Si on veut monter d'un cran dans la hiérarchie sociale, on est servile parce que c'est le seul moyen d'être choisi pour monter. Si bien que c'est le goût du pouvoir qui fait les peuples esclaves. Ce n'est pas l'esclavage, c'est le goût du pouvoir, la logique du pouvoir, justement de cette représentation. À arriver à passer par-dessus quelqu'un, ça vous oblige à obéir à quelqu'un. Qu'on pense à la vie dans les entreprises aujourd'hui, le jeune diplômé qui arrive cadre, s'il y a une grève, c'est pas le meilleur moyen d'avoir une place, mais c'est comme ça dans toute la vie sociale. Toute la vie sociale. Autrement dit, le pouvoir, Rousseau découvre qu'il n'agit pas, comme dirait Foucault d'ailleurs, bien plus tard, du haut vers le bas. C'est chaque petit pouvoir à tous les échelons de la société qui alimente le pouvoir d'État et qui empêche chacun d'exprimer sa citoyenneté. C'est la logique du pouvoir qui empêche les citoyens de revendiquer leur pouvoir. Et ça, c'est une idée, je pense, éternel optimiste, d'avenir. Pas pour tout de suite, à mon avis. La deuxième chose, c'est que ces gens-là manquent de concepts, d'analyse rationnelle. Ils sont pressés par la nécessité, par le malheur, par la colère. Et on raisonne très peu, et on a peu d'outils conceptuels. Et donc, troisième raison, il dit, c'est... je crois que j'avais pris cette phrase, je crois que je l'ai oubliée, c'est pas grave. Il dit, ils sont comme ces gens qui ont peur d'aller chez le médecin, de peur de découvrir qu'ils sont malades. Et le peuple, il pose une question terrible. Est-ce que les peuples aujourd'hui accepteraient une société juste ? Une société où c'est la justice qui règne et non pas le rêve d'avoir son petit privilège au détriment des autres. Nous sommes tellement transformés par la perversion de la vie démocratique que qui voudrait encore d'une démocratie ? Qui voudrait d'une société juste ? Et donc Rousseau, ce qu'il nous invite à faire, et c'est donc la deuxième partie de notre discussion, c'est bien regarder ce en quoi chacun d'entre nous soit alimente ce système de dépossession de la citoyenneté, soit agit quotidiennement, parle, écrit, cherche, discute, entreprend des initiatives qui permettent aux citoyens de réaliser qu'ils ont le pouvoir depuis toujours. Car le pouvoir est toujours en bas. Voilà. Même dans la pire des dictatures, c'est toujours le peuple qui a le pouvoir. Et ça, c'est la chose la plus inconnue pour l'immense majorité des citoyens qui disent toujours « mais moi je peux rien faire, je suis si petit », c'est là-haut que ça se décide. Voilà. La démocratie, c'est devenu ce sentiment d'impuissance de tous les citoyens. Et ça fait beaucoup réfléchir sur ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie. Et si vous sortez de cela, comme je viens de le faire, comme Rousseau le faisait, c'est vrai qu'on le paye très cher. En termes de notoriété, d'insultes publiques, etc. On n'a pas le droit de dire que nous ne sommes pas en démocratie au sens propre. Bien sûr, mais vous avez le droit de vote, bien sûr. On a même le droit de se réunir ici.
Hein, il ne va pas y avoir des gens avec des mitraillettes qui vont me dire pour nous tuer tous, c'est évident. Mais ces idées-là, j'aimerais bien les voir une fois exposées dans les grands médias publics. Ça, moi, avoir l'étonnement de beaucoup de lycéens et d'étudiants chaque fois qu'on évoque ce genre de choses, je me dis qu'ils n'en ont jamais entendu, ni dans les médias, ni dans le cursus scolaire, mine de rien. Voilà, 45 minutes. Hein